43. Chaque jour, un expert de marché nous rejoint et vient participer à cette famille BFM Bourse. Aujourd'hui, Vincent Auriac nous rejoint. Il vient, comme tous les experts du bullshitomètre, combattre le consensus. Bonjour Vincent. Bonjour William. Président d'Axilia. Ça va. On va parler de ESG. Le ESG, depuis l'élection de Donald Trump, recule. La COP30 est une déception. Bref, le monde entier est en train de reculer. Certains le pensent en tout cas. Mais pas vous. Vous dites bullshit. Vincent, vous foudroyez cette idée qu'entre Trump et la COP30 décevante, la régression ESG serait une évidence. Oui, il faut se méfier un peu des simplifications. Trump égale fin de l'ESG. Bon, derrière l'ESG, il y a quand même des convictions personnelles qui ne bougent pas. Moi, je le constate chez les clients. Il y a également des phénomènes physiques. Changement climatique, ça ne se change pas. Je vois même la Banque de France sortir des papiers de recherche sur l'impact des risques physiques, des risques de transition sur les entreprises. La BCE vient de mettre en place un climate factor au mois de juillet. Personne n'en a parlé, mais ça devient sérieux. Il y aura des malus sur la valeur des titres qui seront déposés en pension par les banques à la BCE. Voilà. Donc, il faut pas tout mettre à la poubelle. Oui, ne désespérez jamais de la réglementation, en quelque sorte, c'est ça. Oui, la réglementation sauvera le ESG. Non, mais c'est ça, en fait. Non, puis des phénomènes physiques. Le changement climatique, malheureusement, Trump n'a pas trouvé la solution. Hein. Ceci dit, en bourse, difficile de trouver des choses qui fonctionnent dans le ESG ou ça revient ? Alors là encore, si on n'écoute que ça, le backlash, il n'y a plus rien qui va. Depuis le début d'année, et notamment depuis l'arrivée de Trump, les valeurs solaires, donc toutes ces valeurs liées quelque part à la transition écologique, font 20%. C'est 20 points de plus que le S&P. Personne n'en parle. Plus 20%. Plus 20%. Voilà, donc il y a aussi des performances qui ne sont pas mauvaises sur tout ce qui est ETF. Les ETF PAB, les ETF donc liés encore au climat. Donc c'est des valeurs sûres par rapport à des fonds qui parfois font zéro, du surplace. On trouve des supports qui fonctionnent bien. Effectivement, cette année pour l'ESG en bourse, ça a été constitué une forme de renaissance. Ouais. Pas pour tous les segments ESG néanmoins. Il y en a qui ont encore traîné la patte. C'était sélectif. Ouais, par exemple. Si on prend les fonds, par exemple, alors c'est pas en bourse, mais si on prend les fonds, il y a une déception très claire cette année, c'est ce qu'on appelle les fonds à impact. Vous parliez de la réglementation, Guillaume, il y a ce qu'on appelle les articles 9. Donc la version la plus exigeante, la crème de la crème des fonds. Simplement, ils ont été victimes d'une triple sentence, forte baisse de certains titres qui étaient en portefeuille. J'en prends un, Novo Nordisk, qui était très très bien noté sur le plan de l'ESG. Ça fait moins 60%, donc là c'est très très mauvais. Des fonds très concentrés, une trentaine de valeurs, là où il y en a généralement 400 dans l'indice. Donc si vous vous trompez, vous n'êtes pas sur les bons, c'est quand même très mauvais. Et puis également, il y avait un troisième point, c'est effectivement les valeurs de défense. Alors là, ce n'est pas de l'ISR, mais si vous n'aviez pas de défense depuis le début de l'année, ça fait 80%. Un autre point qui était souvent sous-pondéré dans tous ces fonds, dans tous les ETF, c'est les valeurs bancaires. Souvent, les analystes extra-financiers n'aiment pas les banques parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans les bilans. Ils n'arrivent pas à noter correctement, donc effectivement, ils n'en ont pas. Ça a pris également 60% cette année. C'était l'année où il fallait être sur les indices, il ne fallait pas chercher à faire très subtil. Donc voilà, la construction des portefeuilles était quand même très importante. Mais j'ai une question, Vincent, mais comment expliquer, justement, comment vous expliquez à vos clients ces écarts de performance en disant, voilà, moi j'ai un fonds ISR qui me prive de la défense, qui me prive des banques. Et comment justifier ça ? Ça passe plutôt très bien parce que c'est les clients qui expriment des exclusions. Là, on parle d'exclusion, pas de défense, pas d'armes. Donc, quand le client il exprime quelque chose, si effectivement il ne souhaite pas investir et qu'il y a ensuite une performance qui ne va pas, il l'accepte. Par contre, ce qu'il faut... Vous connaissez beaucoup de clients qui refusent d'investir dans le secteur bancaire en disant non, mais vous me prenez des fonds, mais dans les cas où pas de banque, j'aime pas ça, totalement ou raison, pas de défense, franchement. Ça, c'est les gérants ISR. Ouais. Les clients, aucun ne parle d'exclure les banques, mais voilà, ça c'est un peu du... La défense, ça, il y a des gens qui effectivement disent ne pas investir dans la défense, ça a pris 80%. Par contre, ce qu'il faut être capable, c'est d'avoir les outils pour dire, les 80% de la défense, vous ne les aviez pas, donc ça vous a coûté 6 points de performance cette année. Voilà. Il faut l'attribution de performance, qui était un outil de gérant, devient un outil de démocratie de l'actionnaire. Il faut être capable de donner des explications précises en disant au client ça vous a coûté tant de points, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est comme quoi le côté très pro de la gestion doit devenir également un élément de communication. Tout ça se rejoint. Alors justement, en fonction de tout ça, quel type de support ESG vont a priori le mieux se comporter l'année prochaine ? Alors là, on rentre dans les paris, c'est la fin d'année. Si les gens pensent à une baisse des taux,
Il y en a qui pensent, je parle des baisses des taux longs. Hein. Les taux courts, c'est déjà bien fait. S'il y a une baisse des taux courts, je pense que les victimes de l'année 2025 seront, je dirais, les phénix qui vont renaître en 2026. Baisse des taux égale très bon parcours des valeurs de croissance. Il y en a plein dans les fonds ISR, notamment ces fonds article 9, qui ont mangé un peu la poussière cette année. Donc, comme rien n'est définitif, je pense que ça peut être une solution. Si vous ne croyez pas à la baisse des taux, il ne faut pas avoir de portefeuille aussi exigeant que ces produits-là. Il faut acheter des produits plus diversifiés, donc pourquoi pas des ETF. Des ETF ESG, des ETF PAB, voilà, qui ont le mérite d'être largement diversifiés et qui ne prêteront pas le flanc à ce genre de concentration comme on l'a observé cette année. D'accord. Donc, vous croyez aux valeurs de croissance, 2026 sera encore l'année des valeurs de croissance? Je dis que si on y croit, on peut acheter ce genre de fonds. C'est Bloomberg qui a sélectionné une dizaine d'entreprises, c'est ça, pour l'an prochain, éligibles ESG, qui pourraient performer. Ouais, ils font des tas d'études. Ils ont sorti une étude où ils donnent leur top 10 de 2026. Donc je vous les donne parce qu'il y a des. Alors c'est surtout des sociétés américaines, hein, origine de Bloomberg oblige. Ils ont choisi Eaton qui gère toute la croissance du flux énergétique, Fluence qui est spécialisé dans le stockage de batteries, Cloudflare, Schneider Electric, un petit français, qui est quand même très favorisé par tout ce qui est IA, Occidental et Mitsubishi Heavy. Pourquoi? Ça, c'est tout ce qui est capture de carbone. Ça peut être une solution, j'y crois pas trop, mais Bloomberg l'indique, et également une société comme Acciona. Voilà, donc c'est plutôt des valeurs moyennes, des capitalisations qui ne sont pas les plus grosses de l'IA, mais ça peut être effectivement les chevaux gagnants de l'année 2026. Donc Cloudflare, Fluence, cité par Bloomberg parmi les valeurs ESG, peut-être à fort potentiel, Schneider Electric, français, qui est dans le portefeuille d'ailleurs BFM Responsable, Schneider, ainsi que Eaton qui est aussi cité par Bloomberg. Voilà. Vincent, merci d'être venu. Merci. Vincent